Hey, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quelle dinguerie, quelle folie mes amis, j'en perds mon latin. Le chapitre 1084, dont on va faire la review tout de suite, était à la fois prévisible, dans le sens où Cobra allait rencontrer Im, que Sabo croisera au moment de la mort du souverain d'Alabasta. C'est des choses qu'on avait vues avec les flashbacks, avec ce qui allait se passer. Mais il faut que je dise les termes devant vous. Cette intrigue, c'est un banger absolu, et on va s'occuper de la review en deux parties. Première partie, page par page, je vais analyser avec vous tout le chapitre. Seconde partie, on accroche les ceintures, parce que c'est une énorme session de perruque que je vous prépare, poussée, approfondie de mon cru sur le personnage énigmatique de Im. Avant toute chose, n'hésitez pas, s'il vous plaît, le petit like, le petit abonnement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à me dire ce que vous souhaitez, il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur cette page de couverture épique dessinée par le GOAT Eiichiro Oda. Avis aux fans de Stussy, on ne la voit pas sur la cover malheureusement, par contre on voit Yamato dans une page couleur spéciale femme. Comme c'est étrange, moi je connais une autre communauté qui va piailler, mais bon, c'est encore les débats éternels des réseaux sociaux. Tacle à part, et c'est même pas un tacle, aucune surprise pour les vrais lecteurs de One Piece assidus. Yamato a utilisé la figure spirituelle d'Oden pour forger des valeurs qui lui ont permis d'aider Luffy et sa clique sur Onigashima. Aujourd'hui, elle doit faire un travail d'introspection, donc sur elle-même, libérée de ses chaînes, imposées par Kaido, imposées par ses responsabilités par rapport à l'empereur, et découvrir le pays de Wano en dehors de Nigashima. Une fois que ce sera fait, donc avec l'apprentissage de Momonosuke à faire, faut qu'ils deviennent adultes, les fourreaux rouges, ils prendront Pluton, peut-être avec l'aide de Zunesha du coup, et détruiront les frontières de Wano Kuni pour aider Luffy dans la guerre finale. Analyse mise à part, Oda ne fait pas beaucoup de dessins qui mettent en valeur le corps féminin comparé à d'autres mangas, c'est ce que je pense, mais quand il le fait, c'est subtil, c'est beau à regarder, ça montre tout l'impact qu'a eu l'équipage des Mugiwara sur ces filles, qui viennent de différents horizons et qui chevauchent du coup le Minimeri et le Suningo. Moi j'ai bien aimé. Retour sur le manga propre, donc première page, on a Sabo qui dévisse des soldats du château Pangea à coups de serre du dragon de feu, Natsu, calme-toi, et croise Jewelry Bunny, qui sur ce timing infiltre le château pour sauver son père Kuma. Donc deux personnages, deux objectifs, ils avancent dans le quartier des gardes, discutent un peu, et Sabo confie les clés des menottes, des esclaves au corbeau de Karasu qui a une conscience. Bon alors c'est peut-être un talkie-walkie, je sais pas trop, ça doit être soit un paramécia spécial, un peu comme celui, vous savez, de Prince des Swords, donc de l'argile, et qui crée des golems vivants, ou un Logia évolué. Mais c'est super efficace. Le mec est littéralement partout en full discrétion, c'est une dinguerie. Mission accomplie, en tout cas, les Révos avec les clés peuvent libérer Kuma et prendre la petite porte de sortie pour entrer sur Queue d'Étrave avec Dragon en tant que héros. Les voilà, à un poil de cheveux, Sabo porte Bonnie, et là je vous fais même l'animation et tout, c'est une dinguerie, et saute sur une poutre en l'air en échappant aux quelques gardes de patrouille dans la tour des gardes. Information intéressante, l'un des gardes parle de la chambre fantôme, ce qui intrigue forcément Sabo. Au vu de ce qu'on sait déjà, Sabo a surpris Cobra, le Gorosei et surtout Im au moment où elle était assise sur le trône. La chambre fantôme est donc peut-être liée à Im et au secret de son existence au sein de Marie-Joise. Je pense du coup à la salle des fleurs, vous savez le petit jardin où Asprélas H24, et c'est bizarre, elle a tout le temps la même pose avec les papillons, c'est vraiment bizarre. Je dis ça, je dis rien. On skip la scène de 3 caisses d'adieu entre Bonnie et Sabo pour se recentrer sur la scène qui marque nos esprits, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Cobra, souverain d'Alabasta et le Gorosei. Bizarrement, ils se réunissent dans la salle du trône vacant, alors que le scan d'avant, ils étaient posés dans leur canapé, dans leur salle à eux, donc de l'autorité mondiale. C'est bizarre quand même, c'est quelque chose qui me travaille, mais on n'a pas plus d'éléments pour expliquer la transition. Donc est-ce que Shanks était encore présent pas loin? Parce que je le rappelle que Shanks était en réunion avec le Gorosei pendant la rêverie, donc techniquement il est pas très loin de Marie-Joise, peut-être même dans Marie-Joise. Et est-ce qu'il voulait le laisser partir sans être vu par quiconque? Oda ne le confirme pas, en tout cas il fait débiter le roi Cobra dans une magnifique performance de James Bond 007. On se doute que le roi Cobra, il va pas aller chez le Gorosei pour leur dire « Vous êtes des menteurs, et pas prendre une balle dans la tête. Il doit avoir un talkie-walkie, un escargophone planqué dans ses vêtements. De l'autre côté de la ligne, on a Vivi et les gardes de Vivi qui sont choqués, parce qu'ils vont entendre Im parler, ils vont entendre le Gorosei, ils vont péter un câble. Et ils vont se faire prendre en chasse, forcément. C'est pour ça que Vivi s'échappe avec Wapol. C'est parce qu'à mon avis, elle a dû entendre des choses un petit peu suspectes, dont la mort de son père, c'est un peu gore, mais ça fait avancer le manga, bon, miskin quoi. Une requête, en tout cas de Cobra,
à la tête de son pays et qui pose les fondements de son cogito quant aux origines du gouvernement mondial, de ses origines, des dragons célestes et de la légende du trône vacant. Chaque roi, chaque reine appartenant au gouvernement mondial doit prêter serment devant ce trône, qui est vide, et y planter symboliquement une lame pour dire qu'il ne visera jamais ce trône qui n'appartient à personne. Seulement, des 20 monarques légendaires qui ont bâti ce gouvernement mondial, seuls 19 d'entre eux ont planté une lame. Pour assurer la transition entre les familles royales devenues des dragons célestes et les nouvelles familles mises à leur place dans leur pays d'origine, toute trace, référence du règne des actuels dragons célestes sur les pays d'en bas ont été détruites. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, soyez concentrés. Je vais essayer de faire très précis. Alabasta est le seul pays qui a conservé les traces de son ancienne souveraine. La reine Lily Nefertari, son nom a été immortalisé officiellement comme le Tikobra, comme l'un des 20 noms fondateurs du gouvernement mondial. Mais cette personne n'a pas planté sa lame et n'est pas devenue un dragon céleste. Mais alors qu'est-ce qui lui est arrivé à cette femme finalement il y a 800 ans? À la base elle devait retourner régner sur son pays, Alabasta, c'est pour ça que la famille Nefertari est encore au pouvoir depuis tout ce temps dans son pays. Le Gorosei approuve, jusque là normal, oui effectivement, 19 lames plantées, la 20e absente, ok, mais c'est quoi les bails? Demande justement le Gorosei. Cobra continue, et là on a atteint des bangers, une pépite de mystère, vous allez voir ça. Cobra a relu les archives, les textes anciens, vous savez, c'est comme dans des archives d'un pays, il y a forcément des traces écrites. Une chose manque, cependant, et cette chose c'est le nom de Lily Nefertari qui n'est mentionné nulle part après la période du siècle oublié dans les documentations de son propre pays. La femme a disparu sans laisser de traces, et c'est son jeune frère qui a repris le règne à sa place à Alabasta. Et là il demande, mais c'est juste, il demande qu'est-ce qui est arrivé à Lily Nefertari après le bail du gouvernement mondial. Et c'est juste de se dire que le Gorosei a des archives peut-être plus précises, ou quoi que ce soit. Mais là, après une phase de réflexion, vous voyez les 3 petits points, ils sont en train de transpirer, ils cherchent des choses à dire. Saturne répond à Cobra qu'il pense qu'elle a repris la mer pour rejoindre son pays. Le mec il se dédouane complètement. Il nous sort, pour être franc, en toute honnêteté, on connaît les magouilles, hein, on n'est pas con. Et c'est à ce moment que Cobra nous fait une professeure Clover sur Aura. Il balance la carte Joker, le truc qui fait mal. Le truc il tire avec le fusil à pompe, il lâche une cartouche. Quelle est la signification du dit? Comme ça. Vous savez, il y a un silence dans la salle, le Gorosei il est en slip, il en peut plus. Le roi d'Alabasta avoue factuellement, devant le Gorosei, devant la salle du trône carrément, l'autorité suprême qu'il détient une lettre, rédigée par la reine Lily en personne, transmise d'une génération à une autre. À la lecture, j'étais sous le choc, ce sont des révélations qu'on attend depuis des années, et dire que Cobra, quand il a vu Luffy vaincre Crocodile, il avait déjà connaissance de cette volonté de défier les dieux, pure masterclass, sur laquelle on reviendra juste après. Le Saint Clochard, je veux dire Saint Charlos, qui est un chacal, un raptor, c'est un vautour, le mec il saute sur Shirahoshi à chaque fois qu'il la voit, c'est une dinguerie, en public en plus, quel dégueulasse, en profitant de ses privilèges. Les nobles regardent la scène, non, on n'a rien à voir avec ça, ils se mettent à courir de l'autre côté. Sauf une bande d'irréductibles gaulois de la jungle. Sai de la Apo Navi, de Don Chinja au vieux, et Léo des Tontata attaque combiné avec du haki dans son crâne. Son corps il s'est ratatiné, j'ai cru qu'on était de Hunter x Hunter. Quand Aluka, quand tu lui obéis pas, elle te ratatine le corps, j'étais mort. Le mec il a pris Bagdad, et il ressemblait à une pile de pancakes. Regardez-moi ça. On attendait qu'il s'en reprenne une. C'est magnifique, c'est magnifique. Je rebondis rapidement sur la case du manga qui parlait d'un événement provoqué par la flotte de Luffy et qui allait être majeur. Et bien on y est, après des années, et perso je suis fier d'eux. Faut être factuel, ils sont sur la terre des dieux, imaginez, et ils chient sur un dieu. Ça c'est fait Saint-Clodo, et il ressemble plus à rien, c'est parfait genre. Franchement, c'est comme manger une bonne gamelle de couscous, tu vois. J'ai bien mangé, franchement. Donc Morlaix intervient, il sort du sol, il attrape Kuma, donc avec l'aide de Karasu, des clés pour libérer les esclaves, et l'armée révolutionnaire qui se montre super efficace, avec des pouvoirs vraiment précieux, pratiques, pour ce genre de mission d'infiltration. Ils tournent Aramaki Fujitora en dérision, puisque les mecs sont encore en train de danser la salsa dehors, prennent le château Pangea de force, réussissent leur bail, et reviennent auprès de Dragon sans un bras coupé, sans une blessure. Grand respect à ces gouttes. La scène qui fait parler, et qui va faire parler les fans de One Piece, c'est maintenant. Tout de suite, Im qui s'assied face à Cobra sur le trône vacant sans aucune pression, et qui prononce ouvertement le nom de Lily avant de faire face au roi, simple humain,
impuissant et muet face à ce coup de poker universel qui lui arrive dans les yeux. D'ailleurs, imaginez un choc si grand que son cœur déjà bien sollicité et épuisé en fait une crise cardiaque. Il faut lui ménager, Cobra, hein. Il a déjà 70-80 ans, laissez-le à l'EHPAD. Hein. Tout s'emboîte en tout cas, Sabo va assister à ce meurtre de sang-froid, et va voir Im, qui est dans le chapitre assise sur le trône, avant de réussir à fuir avec ces informations cruciales. La question qu'on peut se poser désormais, c'est à quel point il aura pu entendre la conversation entre Im le Gorosei Cobra avant de fuir, parce que mine de rien, Dragon va en avoir des choses à entendre, je pense qu'il va bien péter un câble. Nous n'avons pas plus d'informations que ça sur le chapitre sur les chevaliers divins, moi je pensais qu'il serait intervenu pour le dragon céleste, mais que dalle. Mais retenez bien que l'audience du roi Cobra se déroule en pleine rêverie. À un moment où Shanks le Roux demande audience auprès du Gorosei, ce que je trouve étrange, et vous me confirmerez en commentaire, c'est pourquoi le Gorosei a-t-il amené Cobra jusque dans la salle du trône vacant, en sachant qu'il disait en fin de dernier scan aux gardes de sortir de la pièce. C'est bizarre. Mais on devra attendre 2 semaines pour en savoir plus, n'hésitez pas en tout cas à me donner vos avis. On arrive sur la seconde partie les amis, et là je vais débiter. Hein. J'ai débité pour la review, je vais débiter de zinzin pour la théorie, accrochez-vous s'il vous plaît. C'est franchement là j'ai mis toutes mes tripes, j'ai mis mon cœur, mon slip, j'ai tout jeté dans la théorie. Accrochez-vous, je vous explique tout en profondeur. Si je vous dis que les possesseurs des fruits du démon coulent dès lors qu'ils sont plongés dans la mer. Vous me direz sûrement, c'est la malédiction qui fait ça, c'est Oda, etc. Je vous répondrai que oui, mais comprenez les amis que le cœur du problème se trouve ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur Egghead, Vegapunk nous étale sa théorie qui raconte que Mère Nature, littéralement, la nature elle-même, dénigre et a rejeté les créations de l'ancien royaume, les fruits du démon, en les maudissant et en leur garantissant un aller simple au fond des océans s'ils se retrouvaient plongés dans la mer, dans l'océan. Dans le même temps, il nous fait comprendre que les fruits du démon, au final, ce sont ni plus ni moins que les rêves des habitants de ce royaume, cristallisés au travers des siècles, dans des fruits qui se font manger et apparaissent par magie lorsque le propriétaire du fruit meurt, quelque part dans la nature. Lorsque Joy Boy a voulu réaliser son rêve, il y a 800 ans, c'est-à-dire rassembler toutes les espèces du monde sous une seule bannière pour créer l'Happy End, il n'était pas seul, et était aidé par la déité incarnée dans une sirène, Poséidon. Alors que Poséidon levait le roi des mers, vous savez, pour remonter Noah, pour monter les espèces des hommes poissons à la surface, à l'aide de la voix de toute chose, pour aider Joy Boy, le porte-étendard de ce royaume antique, ils ont mystérieusement été confrontés à une menace suffisamment grande, puissante, et je vous parle pas des 20 pélos de souverains, c'est regardez-les à la gueule des dragons célestes, pour les effacer de l'histoire. Et les mettre tellement dans la sauce, mondialement, qu'en urgence ils ont demandé à Wano Kuni de graver des pierres indestructibles avec leur histoire pour pas qu'elles soient effacées. Résultat des courses, le siècle oublié. Destruction du royaume antique, mise en PLS des habitants qui rêvaient, parce que la cristallisation des fruits du démon c'est les rêves, mise en PLS, et retour sur Terre pour toutes les espèces vivantes. Officiellement, 20 monarques prennent le pouvoir à ce moment, après le siècle oublié, où le monde a connu une restructuration de masse, où les hommes poissons ont été pointés du doigt, discriminés et désignés comme des monstruosités aux yeux des humains par ce gouvernement qui fait l'apologie du mal. Officieusement, cela nous montre que le rassemblement provoqué par Joy Boy et Poséidon était trop dangereux et était contre nature, par cette alliance entre une déité et Joy Boy qui est l'incarnation du péché, du tabou, des hommes qui veulent devenir des hommes jaquettes et des chenilles. C'est une dinguerie. La question que je me pose ici, c'est qui ou quoi a été assez puissant pour déraciner Joy Boy et Poséidon, avec des rois des mers, avec tout ce qu'il faut pour casser la gueule à toute une planète, pour installer leur utopie. 20 monarques, 20 épées, et un serment devant le trône vacant de ne jamais poser ses fesses sur le trône pour quiconque, c'est une symbolique active, même actuellement pour chaque roi montant au sommet de Redline. Il plante une épée, un cran en dessous des épées des monarques fondateurs, et prête serment, comme le veut la tradition. On en a un exemple avec le frère de Sabo. Ainsi, un équilibre entre êtres vivants est instauré. La belle vie, le gouvernement c'est pas si mal que ça, ils assurent un équilibre mondial, c'est pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? On passe outre le racisme, la discrimination instaurée par le GM pour séparer les différentes espèces afin d'empêcher leur union. Petite référence à la légende de la tour de Babel, si vous avez la ref, sinon les checks sur Google c'est super instructif, et vous allez halluciner tellement c'est accurate. 20 monarques, on reprend. 20 monarques, moins 1. On nous remet en tête qu'Alabasta était le seul royaume parmi les 20 fondateurs
à n'avoir jamais prêté serment, et c'est ainsi que la dynastie Néfertari a poursuivi son règne sur Alabasta depuis la création du gouvernement mondial. La reine Lily, ancêtre directe de Vivi, a participé au génocide de masse qui a été orchestré pendant le siècle oublié. Le hic, elle comprend ce qui se trame, c'est la sauce, et prépare une lettre qui va voyager clandestinement jusqu'à Alabasta avant d'être soigneusement conservée par chaque souverain de génération en génération chez les Néfertari. Volonté d'Udi, celle de terrasser les dieux, d'instaurer l'utopie rêvée par Joy Boy et la déité Poséidon, qui s'est rangée de son côté entre autres, les agissements du GM lors de cette partie oubliée de l'histoire. Quelques lignes y sont sûrement transcrites, mais pas en détail malheureusement. Et sinon Cobra il aurait fait du catch avec le gros Sei, hein. Il se serait levé de sa chaise roulante, il aurait fait un German suplex. Oh attendez. on reprend. Vous allez me dire, maintenant, ouais Bambou t'abuses, et tu t'es débunk tout seul parce que Lily, si c'est Im ou quoi, elle a laissé fuiter elle-même ses propres magouilles, c'est pas normal. Et non, je vous explique. C'est un peu plus compliqué que ça. Lily prévient son royaume de la sauce à venir, mais elle n'est jamais rentrée chez elle. On est beaucoup à théoriser que Vivi, descendante de Lily, a été dotée d'un don similaire à celui de Shirahoshi, qui est littéralement une réincarnation d'une déité, Poséidon, capable de contrôler les rois des mers, incarnation des profondeurs marines. Vivi, sur Alabasta, souvenez-vous, revenez 20 ans en arrière, d'un simple hurlement, à la manière incontrôlée de Shirahoshi, provoque la pluie sur Alabasta après la défaite de Crocodile. Son ancêtre, Lily, peut très bien avoir été investie de la capacité à interagir avec la voix de toute chose à un niveau similaire ou supérieur à celui de Momonosuke et de Shirahoshi à l'heure actuelle. Imaginez, vraiment là on part loin mais imaginez, si la voix de toute chose permet d'interagir avec les rois des mers, avec Zunesha, avec les rois de poneglyphes, avec la nature, avec la planète en fait, qui nous dit que c'est à sens unique? Les rois des mers, forces de la nature, répondent à l'appel de Shirahoshi avec une voix. La pluie, la nature répond aux cris de détresse de Vivi. Zunesha répond à Momonosuke. La voix de toute chose, c'est littéralement être capable de communier avec la nature. Et je vous repose la question, j'ai bien dit qui, a jeté la malédiction qui interdit aux utilisateurs des fruits du démon de nager en tant qu'anomalie? Mère Nature. Qui a pu posséder assez de puissance pour mettre au pas Joy Boy, Poséidon, la déité marine et les rois des mers? Mère Nature. Qui parvient à dicter des règles, à soumettre des malédictions planétaires à ses fruits, qui sont des cristallisations de cet ancien royaume qui a défié Dieu, la nature elle-même? Mère Nature, encore une fois. Si Poséidon est une déesse conciliante qui a accepté Joy Boy et l'a aidé, Mère Nature a pris le taureau par les cornes. Au lieu d'écouter Lily, la voix de la planète, de Mère Nature, a pénétré son esprit et en a fait son avatar, son jouet. C'est un peu une marionnette. Sa représentation sous forme humaine, ce qui a permis de carry, parce que c'est comme sur League of Legends. En fait, Mère Nature, elle a un V9, elle a défoncé tout le monde. Elle a carry le gouvernement mondial, avec la Mère Nature, quoi de plus normal que de pouvoir écraser Joy Boy et Poséidon, parce que t'as Poséidon et Joy Boy contre l'essence même de la Terre entière, imagine le délire. Ensuite, on a Im dans le corps de Lily qui fait tout effacer, dont l'existence publique du corps qu'elle possède et devient un être clandestin, immortel qui profite du statut de Lily en tant que souverain, n'ayant pas planté sa lame au sol pour s'asseoir sur le trône du monde. La Mère Nature, littéralement Dieu, est l'ennemi naturel de la volonté d'Udi, une volonté de rassembler toutes les espèces sous une seule bannière et d'abolir toutes les frontières. Toutes les discriminations envers les hommes-poissons, un moyen habile d'éloigner aussi loin que possible une rencontre entre Joy Boy et Poséidon, sauf que Luffy rencontre Shirahoshi qui débloque ses capacités de Poséidon dans le même arc. Luffy rencontre Vivi qui débloque ses capacités innées dans le même arc. Luffy rencontre Momonosuke qui débloque ses capacités de la même manière. Luffy est l'incarnation de Joy Boy. C'est l'ennemi à abattre pour Im, pour sa purge finale. Barbe Noire est l'antagoniste qui veut réaliser son rêve à lui, juste son rêve, et faucher tous les autres sans pitié. Il doit être éliminé de la même manière. Poséidon est la traîtresse qui s'est rangée du côté de l'ancien royaume il y a 800 ans, elle doit être éliminée de la même manière. Vivi est la descendante directe de Lily, une femme qui possède l'une des clés qui permettra à Im de réaliser sa purge. Je vous montre ici ce que Im a fait des affiches de Luffy et Teach, déchirées. Poséidon est planté avec une lame pour sa traîtrise, et l'affiche de Vivi n'a rien subi, elle est dans les mains de Im. Autre détail,
d'un chapitre à l'autre, nous voyons Im, ou plutôt Lily, aux côtés d'une lame plantée dans son jardin. Donc on a 19 épées plantées au niveau du trône, et la 20e n'est pas rouillée, neuve comme au premier jour. Elle est plantée dans son jardin, avec le corps de Lily en parfait état, et elle n'a jamais péri. En fait, elle est toujours active au fil des siècles, contrairement aux 19 autres souverains. Nous tenons, on tient enfin des pistes sérieuses, ça c'est cool, et je suis assez content de pouvoir partager en vidéo toutes ces pensées. En tout cas, je suis désolé, hein, j'ai débité comme un zinzin, mais j'avais des choses à dire. J'espère que ça vous a plu. Je réponds à toutes vos questions en commentaire, j'ai hâte d'avoir votre avis sur tout ça. En attendant, portez-vous bien, paix aux fraîches, tchuss.